L'objectif des modèles de classification en machine learning, c'est de prédire des variables catégorielles qui ont 2, 3 ou plusieurs modalités. Lorsqu'on souhaite prédire une variable qui a exactement 2 modalités, on parle de classification binaire. Et justement, en matière de classification binaire, le modèle de base qu'on doit toujours commencer à tester, c'est ce qu'on appelle la régression logistique. Le modèle de régression logistique, c'est ce modèle qui va vous permettre de prédire une ou l'autre des modalités. Parce qu'en classification binaire, on prédit soit le succès, soit l'échec. C'est ça, en fait. La régression logistique va vous donner un modèle de prédiction des probabilités d'appartenance à l'une ou l'autre des catégories. Donc, une fois que vous avez ces probabilités, le challenge qui va se poser, c'est comment, à partir des probabilités, j'arrive à voir les prédictions des classes initiales. Parce que au départ, on a 0, 1. Le modèle donne des probabilités, la probabilité d'être à 0 ou la probabilité d'être à 1 en fonction de comment vous modélisez. Maintenant, à partir de ces probabilités, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir prédire la classe 0, 1 in fine? Parce que c'est ce qui nous intéresse dans la classification. En général, il faut fixer un seuil. Pour dire, lorsque la probabilité que le modèle de régression logistique me fournit est supérieure au seuil, peut-être 0,5, alors je prédis 1. Si la probabilité est inférieure à 0,5, alors je prédis 0. C'est ça, en fait. Trouver le seuil qui va vous permettre de faire des prédictions adéquates et adaptées à votre problématique. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 principales approches que vous pouvez mettre en place pour pouvoir déterminer le seuil optimal adapté à votre problématique. Je vous laisse avec mon notebook et on se revoit juste à la fin de la présentation. Dans cette vidéo, nous allons identifier le seuil optimal en utilisant les données d'une banque portugaise disponible en ligne. Vous avez le lien en description avec le notebook également. Donc globalement, la banque avait réalisé une enquête auprès de ses clients pour pouvoir identifier les clients qui sont susceptibles de souscrire à un dépôt à terme. Donc dans la base de données, vous avez les caractéristiques comme l'âge, le statut marital, le niveau d'éducation du client et la variable d'intérêt ici qui est la réponse binary qui identifie si le client a souscrit à ce dépôt à terme ou pardon, vous avez ici 0 ou 1 si c'est le cas. Donc dans la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours que vous pouvez regarder là, on a détaillé à peu près comment est-ce qu'on réalise le modèle. Donc ici je vais aller rapidement. Donc là on renomme les colonnes, on analyse la qualité de la base de données, on fait les descriptions pour analyser les différentes variables de la base de données. On va faire les analyses bivariées pour pouvoir choisir les variables les plus pertinentes pour pouvoir prédire le fait qu'un client sera capable de souscrire à un dépôt à terme ou pas. Donc, on analyse les stats bivariés là. Et après, on divise la base de données en 2. Base d'apprentissage et la base de test. La base d'apprentissage sur laquelle on entraîne le modèle et la base de test sur laquelle on évalue les performances du modèle pour se rassurer qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'overfitting ou encore le surapprentissage. On va utiliser ici le paquet stat modèle. On entraîne le modèle ici. Ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de multicollinéarité en calculant le VIF, Vector Inflation Factor. Si le VIF est supérieur à 5 ou à 10 en fonction du seuil qu'on choisit, on peut dire qu'il y a multicollinéarité. Ici, tout était inférieur à 10, pardon, donc on conclut qu'il n'y a pas multicollinéarité, quoi. Ensuite, on va analyser le modèle global, voir si les variables sont significatives, c'est-à-dire le coefficient qui est affiché ici n'est pas statistiquement différent de 0. Ensuite, on met en place l'AUC, non seulement sur la base d'apprentissage et la base de test. Donc voilà, globalement, on a mis en place le modèle, on a vérifié que c'est pertinent d'un point de vue statistique, il n'y a pas de problème de généralisation. Donc lorsqu'on a réalisé cela, maintenant, on peut mettre en place des prédictions parce qu'on a validé ensemble le modèle avec les 2 critères que j'ai donnés, l'AUC qui est 89%, donc ici, 9 clients sur 10 sont très bien classés si on tire ou aléatoirement 10 clients dans la base de données. Donc voilà. Ensuite, maintenant, ici, pour choisir le seuil optimal, pour pouvoir faire des prédictions en utilisant le modèle qu'on vient de développer, il y a 4 grandes approches. La première approche pour pouvoir choisir le seuil optimal, c'est l'approche basée sur la courbe Hock. Comme vous le voyez ici, en fait, la courbe Hock trace tout simplement le taux de faux positif en fonction du taux de vrai positif. C'est quoi le taux de vrai positif? Si on prend l'exemple qu'on a ici, vrai positif, ce sera les clients qui, à la base, avaient souscrit au dépôt à terme et le modèle prédit également que ces clients souscrivent au dépôt à terme. Donc, tous les clients qui ont souscrit au dépôt à terme et qui ont été bien prédits par le modèle sont des vrais positifs. Les faux positifs, ce sont les clients qui, normalement, n'avaient pas souscrit au dépôt à terme lors de l'enquête, mais le modèle prédit qu'ils ont souscrit au dépôt à terme. C'est ça qu'on appelle faux positif. Donc, la courbe Hock, c'est cette courbe-ci. Plus ça s'éloigne en fait de cette bisectrice-ci, mieux c'est. Parce que ça, c'est la situation où le modèle ne fait pas mieux que le hasard. Vous devez avoir une courbe Hock qui est le plus élevée possible. Et l'idée de cette approche basée sur la courbe Hock, c'est qu'on cherche à maximiser
la somme entre la sensibilité, qui est ça le taux de vrai positif, et la spécificité, qui est 1 moins le taux de faux positif. Donc, on veut maximiser cette somme-là et idéalement, on aimerait avoir un seuil qui sera de telle sorte que le taux de vrai positif ici soit le plus élevé possible et 1 moins le taux de faux positif, soit le plus faible possible, soit le plus élevé possible, c'est-à-dire quelque part là. Donc, en général, le seuil optimal, si on veut tracer un courbe optimal, on sera quelque part ici, graphiquement. En gros, avec cette approche, on peut dire le seuil optimal sera le seuil qui aura le même bien compromis entre taux de vrai positif et 1 moins taux de faux positif, qui est la sensibilité. Donc, ça sera quelque part là. Pour pouvoir l'identifier numériquement, on va d'abord commencer par prédire l'ensemble des observations sur la base de test en utilisant les X, c'est-à-dire les caractéristiques sur la base de test. Si j'affiche ceci, vous allez vous rendre compte que ça va vous donner des probabilités globalement. Donc, vous voyez, on a des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Si elle fait un point distrait, par exemple, vous allez voir qu'on aura des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. On a des probabilités. Donc, lorsqu'on fait ce predict, on a des probabilités. Ensuite, ici, pour tous les seuils possibles, j'ai fait la courbe Hock. Une fois que c'est fait, je choisis la valeur pour laquelle taux de vrai positif, moins le taux de faux positif, est maximal. Une fois que j'ai cette valeur, tac, c'est ça le seuil optimal. Ici, avec cette approche, j'ai un seuil optimal à 0,10. Donc, si la probabilité est supérieure à 0,10, je peux dire que le client va souscrire au dépôt à terme. J'avoue que c'est quand même bas, mais c'est le seuil optimal qu'on a obtenu avec cette approche. Donc, retenez tout simplement que l'approche basée sur la courbe Hock vise à maximiser la sensibilité et la spécificité. Et ça donne un point équivalent entre les deux prédictions 0 et 1. C'est ça la première approche. La deuxième approche qui va donner plus d'importance en fait à la prédiction positive, c'est ce qu'on appelle l'approche basée sur l'AUCPR, c'est-à-dire la précision, le recall et le F1 score. Globalement, ce sera à peu près le même principe que ce qu'on vient de voir sur la courbe Hock, mais ce qu'on va se baser sur des indicateurs différents ici. On va essayer d'équilibrer précision et recall. Une petite précision à ce niveau, la précision mesure la proportion des vrais positifs parmi les prédictions positives. En gros, le modèle qu'on vient de développer va nous donner des clients qui seront susceptibles de souscrire au dépôt à terme. Donc maintenant, parmi ces clients que le modèle a identifiés, quels sont les clients qui étaient réellement positifs à la base? Quels sont les clients qui avaient réellement souscrit à ce dépôt à terme? C'est ça la précision. Le rappel, en fait, mesure la proportion de vrais positifs parmi les observations positives. En gros, maintenant, je prends plutôt l'ensemble des personnes qui, à la base, lors de l'enquête, avaient répondu qu'elles allaient souscrire au dépôt à terme. Quels sont les clients qui étaient bien prédits dans cet ensemble-là? C'est ça, ces deux notions. Donc, cette approche va se baser exclusivement à améliorer la prédiction des positifs. Donc, ça va jouer l'équilibre entre les deux. On va maximiser en fait l'équilibre entre la précision et le rappel. Donc, on va faire la somme entre précision et rappel, trouver le seuil qui optimise cette valeur-là et l'identifier. Donc, ici, on va le mettre rapidement en pratique en Python. On prédit sur la base de tests. Comme je vous ai montré ici, la prédiction, c'est toujours des probabilités. Une fois qu'on a prédit les probabilités, on va tracer la courbe AUCPR, Precision and Recall, et on va trouver la valeur qui va maximiser la précision plus le recall, et on trouve le seuil optimal. J'exécute ça, on a un seuil à 0,10 ici, qui est un peu similaire au seuil qu'on avait obtenu avec la courbe Hock. Ça, c'est la deuxième approche. Je peux vous montrer à quoi ressemble la courbe AUCPR, qui est la précision en fonction, le recall en fonction de la précision. C'est ça la courbe AUCPR. Les deux approches que nous venons de voir ici, que ce soit l'approche basée sur la courbe Hock ou encore l'approche basée sur la précision et le recall, donnent autant d'importance à la mauvaise prédiction de la classe 1 ou encore la classe 0. Or, dans la pratique, on sait que le coût d'une mauvaise prédiction de 1 ou bien de 0 n'est pas toujours le même. Je prends l'exemple en banque. Par exemple, lorsqu'on fait un modèle de prédiction de la probabilité de défaut, le risque est plus important de prédire que quelqu'un ne va pas faire défaut alors qu'il va faire défaut. Donc, si on prédit que quelqu'un ne va pas faire défaut et qu'on lui accorde des crédits, s'il ne rembourse pas, vous voyez que c'est un impact significatif, non seulement sur la banque, mais en plus sur l'économie. Donc, c'est important de mettre en place un modèle qui va donner un coût différent à la mauvaise prédiction de la classe 0 ou la classe 1. Donc, il y a une autre approche qu'on appelle la méthode de la classification coût sensible qui va donner des coûts à chaque prédiction et optimiser justement le seuil en fonction des coûts que vous donnez. Donc, si vous donnez plus d'importance au coût de se tromper, de donner des prédictions négatives ou positives, vous pouvez ajuster cela
et avoir une prédiction optimale. Donc ici, j'ai créé une fonction qui est en fonction de la vraie valeur des prédictions et ajoute les coûts de chaque prédiction, faux positif, faux négatif, vrai positif, vrai négatif. Vous pouvez donner des coûts à chaque prédiction. En vrai, la fonction de coût, ça sera juste une combinaison linéaire entre les coûts que vous avez fixés et les faux positifs, vrais négatifs de votre base de données. En fait, globalement, ici, on va tester tous les seuils de 0 à 1 avec un pas de 0,1. On va donner des coûts arbitraires. Ici, j'ai mis 100, donc je vais quand même mettre 100. On va considérer que, par exemple, les faux négatifs coûtent 10 fois plus cher que les faux positifs. Vrai positif, vrai négatif, ça ne coûte rien du tout. On va exécuter ce code. Je vais d'abord exécuter ceci qui va nous créer la fonction. Et exécuter ce code. Et le seuil optimal, ce sera le seuil qui minimise la fonction de coût qu'on aura définie. Donc, en gros, vous pouvez définir les coûts d'une vraie prédiction, d'une fausse prédiction, et en fonction de ces coûts, vous trouvez un seuil optimal qui est adapté. Ici, on trouve un seuil optimal à 0,1 en fonction du coût que j'ai mis ici. Si je change par exemple ici, je mets par exemple à 30. Le coût d'un faux négatif ici, tac, tac, vous voyez, on a 0,18. Vous voyez bien que c'est toujours cohérent avec les approches qu'on a vues jusqu'ici. Ça, c'est une troisième approche. La dernière approche que vous pouvez mettre en place pour pouvoir identifier le seuil, c'est la méthode de Youden qui est basée en fait sur les densités de probabilité des vrais et des faux, c'est-à-dire de 0 et 1. Lorsqu'on va faire le modèle, on aura des probabilités, comme je le disais. On crasse la densité de probabilité des deux courbes et le croisement entre les deux, en fait, va vous donner le seuil optimal. Donc ici, la méthode de Youden va essayer de maximiser sensibilité plus spécificité moins 1. C'est ça la fonction, c'est une fonction mathématique statistique qu'on va chercher à optimiser. Donc en maximisant cette quantité, la méthode de Youden permet de trouver le seuil qui maximise la performance globale du modèle. Donc première étape, on va d'abord trouver la densité des prédictions. Y près de test, en fait, c'est la prédiction sur la base de test. On va exécuter ceci. Vous allez voir la densité de probabilité de mon modèle. Lorsqu'un modèle est parfait, en fait, les deux courbes ne doivent pas se séparer. En gros, on devrait avoir une courbe comme ceci et l'autre qui vient peut-être comme ceci. Donc, essayez d'avoir deux courbes qui se séparent le plus possible lorsque vous faites votre modèle. Lorsque vous faites la densité, essayez d'avoir deux courbes. En gros, une courbe qui est ici et une autre peut-être qui commence comme ceci. Mais là, je trouve que c'est quand même, il y a une grosse partie commune. Idéalement, on doit avoir des courbes qui sont assez différentes. Le seuil optimal ici, ça, le croisement entre les deux ici. Donc ici, on trouve le seuil optimal en maximisant la grandeur qui est juste la sensibilité plus spécificité moins 1. Et le seuil optimal avec la méthode de Youden, c'est 0,12. Donc on a mis à place 4 approches. On a des seuils optimales qui sont assez proches. Donc à chaque fois que vous faites un modèle, même si vous ne voulez pas trouver le seuil optimal, ce graphique, c'est un graphique que je recommande souvent de mettre en place pour pouvoir voir si les densités de probabilité pour votre modèle estime sur les négatifs et les positifs sont différents. Parce que plus le modèle est performant, plus les deux densités seront différentes. La distribution de négatifs, par exemple, sera plus à gauche par là et positif plus à droite, normalement, parce que plus la probabilité augmente, plus on est positif. Là, il a trouvé un seuil optimal ici à 0,18, qui est assez, pardon, 12, qui est assez proche de ce qu'on avait déjà vu jusqu'ici. Donc voilà globalement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Retenez qu'il y a 4 approches. Première approche, on a vu l'approche basée sur la courbe ROC qui vise à maximiser sensibilité et spécificité. Deuxième approche basée sur la courbe AUCPR, précision et recall. On maximise la précision plus le recall. Troisième approche basée sur les coûts. Le coût d'un faux négatif n'est pas le même qu'un faux positif. Donc, on fait une fonction de coût adaptée à votre structure propre. Quatrième approche de Youden, on se base sur les densités, comme on a vu ici, pour pouvoir trouver le seuil optimal. Idéalement, les deux courbes doivent être les plus séparées possibles. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez appris de cette vidéo. Mettez des likes, des commentaires, des partages. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour pouvoir voir comment est-ce qu'on construit un modèle de régression logistique de A à Z pour compléter ce qu'on a vu dans cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye.